Chers amis du Congo-Brazzaville, bonjour. Nous sommes bien le dimanche, comme je vous l'avais promis, que nous devons être en ligne aujourd'hui pour décrypter sur l'exploitation forestière au Congo-Brazzaville. Voilà, donc c'était ça le message le plus important que nous voulons vous faire passer. Les informations que nous détenons sur l'exploitation forestière au Congo-Brazzaville. Bon, ceux qui ne savent pas, le Congo-Brazzaville est l'un des 6 pays de l'Afrique centrale, des six pays dont nous avions la plus grande forêt que nous appelons la forêt du bassin du Congo, et qui est notamment la deuxième forêt du monde, la deuxième plus grande forêt du monde, après l'Amazonie. Et vous savez, le Congo-Brazzaville est un pays juste au centre de l'Afrique centrale et qui a une superficie de 342 000 km². Et donc, vous avez, les forêts couvrent quasiment 20 millions d'hectares, soit 60% du territoire congolais. Donc, vous voyez, le Congo-Brazzaville a plusieurs activités économiques, notamment l'activité principale économique du Congo-Brazzaville est basée sur le pétrole. Mais vous savez, plusieurs Congolais et plusieurs citoyens du monde entier ont tendance à penser que le Congo n'a que des potentialités pétrolières. Mais nous avons aussi des potentialités du bois, qui représente la deuxième ressource d'exploitation au Congo-Brazzaville. Donc aussi une source de revenus pour le gouvernement du Congo-Brazzaville. Mais nous voulons vous parler aussi de ce que le bois représente ou contribue. Donc le bois contribue à la hauteur quasiment de 5% du PIB congolais. Nous savons que le pétrole représente quasiment 70% du PIB au niveau du Congo, et le bois représente quasiment 5%. Si les chiffres que le gouvernement congolais nous donne sont justes, donc c'est à peu près ce pourcentage que nous avons. Mais nous savons que ça représente plus que ça. Plus que ça. Parce qu'il n'y a que deux choses que le Congo a des potentialités d'exporter. Il y a le pétrole et le bois. Et c'est tout. Et peut-être encore une autre activité qui est la sucrerie d'un caillis qu'on appelle Saris Congo. Mais nous savons tous que le sucre qui est produit au Congo-Brazzaville par Saris, notamment en caillis, et ce sucre est aussi voué à l'expédition. Donc, c'est-à-dire, c'est des produits qui se vendent généralement à l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous centraliser sur le bois. Mais nous reviendrons sur le sucre prochainement. Nous allons décrypter sur ce qui se passe sur l'exploitation du sucre en caillis prochainement. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le bois. Le bois qui représente quasiment 60% du territoire congolais. Chers compatriotes, c'est énorme. Vous voyez, des opérateurs économiques mondiaux, c'est énorme. Le bois, les forêts représentent 60% du territoire congolais. Donc une véritable source de revenus pour le Congo-Brazzaville. Une véritable source d'investissement au Congo-Brazzaville. Une véritable richesse qui certainement va attirer de la convoitise envers tous ceux qui veulent exploiter, tous ceux qui sont impliqués dans le domaine du bois. Nous savons qu'au Canada, plusieurs entreprises sont impliquées dans le domaine du bois. Et là, on vous donne une information. Le bois représente, si vous voyez, les forêts représentent 60% du territoire congolais. Donc, c'est vrai que le Congo a une superficie de 342 000 km², mais le bois représente 60%. C'est vraiment énorme. Donc, nous voyons bien que des potentialités de créer des richesses, il y en a. Des potentialités de pouvoir créer de l'emploi, donner de l'emploi aux Congolais, il y en a. Parce que le bois ne va pas se limiter juste à la coupe, mais aussi à toutes les entreprises qui s'en suivent pour la transformation du bois. Vous voyez, c'est des entreprises qui peuvent apporter de la richesse et peuvent apporter de l'emploi au peuple congolais. Et c'est ça notre vision. C'est ça notre vision. Mais aujourd'hui, nous allons décrypter sur comment le bois est géré au Congo. Et les acteurs qui sont en train de détruire le bois au Congo.
les acteurs qui sont en train de s'enrichir dans le domaine du bois. Hein, parce qu'on a tendance à oublier le bois. Nous ne devons pas oublier le bois. C'est très important, chers compatriotes. Mais, chers compatriotes, comme vous le savez, plusieurs entreprises exploitent le bois au Congo-Brazzaville. Nous allons citer quelques entreprises ici. Vous avez par exemple la Congolaise industrielle des bois, qui est la CIB, et vous avez aussi la filiale congolaise du groupe Singapour Olam, qui gère quasiment 1,3 million d'hectares de bois au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Vous avez l'industrie forestière de Wesso, qui est aussi une entreprise qui exploite le bois au Congo. Vous avez la filiale du groupe germano-suisse Danzer. Vous aviez l'italien Liquala Timber. Vous aviez la malaisienne Taman Industry. Et vous aviez une société asiatique qu'on appelle Asia Congo Industry. Vous avez la chinoise Sikofor. Vous avez aussi la société, les Européens, notamment Foralac, que nous connaissons tous. Hein, Foralac, que nous connaissons tous. Et puis, vous avez aussi d'autres compagnies comme Trebac ou encore Mokabi, hein, qui sont des filières, notamment françaises, qui gèrent du bois. Vous voyez que la plupart de ces sociétés que nous venons de citer, toutes ces entreprises, c'est des entreprises étrangères. Hein? Le Congo, entre-temps, avait une compagnie que nous appelons à l'époque Sokobois. Hein? Ceux qui vivent dans la région du Niari peuvent vous dire plus que ça. Sokobois était une compagnie, on peut dire para-étatique. Hein? Une grande partie des contribuables congolais partaient sur Sokobois pour pouvoir garantir les emplois pour nos compatriotes des régions du Niari et nos compatriotes aussi dans les régions de l'Alekoumou. Parce que le Sokobois ne se limitait pas seulement, c'est vrai que le siège social était basé à Dolisie, mais ça contribuait beaucoup plus à tous les Congolais, notamment dans les régions de l'Alekoumou, aussi certains gars de la Bonza venaient travailler à Dolisie, puisque nous avons eu une grande scierie à Loudima hein, pour transformer le bois. Vous voyez? Mais Sokobois a été fermé dès le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir de 1997 par le coup d'État. En fin de compte, la fermeture de Sokobois, c'était en fin de compte une représaille, comme on veut le dire, une leçon qu'il voulait donner au peuple du Niari. Il a donc fermé Sokobois pour pousser tous ces Congolais au chômage. Donc, en fait, une façon de punir hein, les peuples ressortissants des régions du Niari, de la Bouenza et de la Lekoumou, du fait que ces départements-là étaient le fief du président Pascal Lissouba. Donc, Denis Sassou Nguesso, dans son plan, il a donc voulu, vous voulez, faire souffrir ses compatriotes-là en fermant hein, Sokobois, en poussant Sokobois à la faillite et à la fermeture. Aujourd'hui, nous savons les conséquences qui ont duré hein, pour tous ces amis qui vivent dans ces régions. Mais vous voyez, donc, nous allons rapidement revenir sur ces entreprises. La plupart de ces entreprises, chacune de ces entreprises que nous venons de citer ici, détient un permis d'exploitation du bois au Congo-Brazzaville. Ce permis est géré par le ministère de l'économie forestière aujourd'hui. Et nous savons que toutes ces entreprises-là que nous venons de citer ne payent pas des taxes. Hein? Et je peux lancer un challenge ici celui qui gère le trésor public congolais. Je peux lancer un challenge ici au ministre de l'économie au Congo, au ministre des finances au Congo-Brazzaville, qu'ils me viennent avec des relevés qui prouvent que ces entreprises-là paient les taxes au gouvernement congolais. Aucune de ces entreprises paie les taxes. Mais les taxes sont payées à des individus. Et notamment ici, nous voulons parler de M. Henri Nzombo. Chers compatriotes, pourquoi Henri Nzombo? Nous savons tous que M. Henri Nzombo est l'individu ou le Congolais qui est resté pendant longtemps à ce ministère-là. M. Henri Nzombo avait pris le poste de ministre des Eaux et Forêts de 1980 jusqu'à 1985. Donc nous avons là quasiment 5 ans. Et après, il avait été envoyé à d'autres fonctions par Denis Sassou Nguesso, notamment il fut donc ambassadeur du Congo en Bulgarie de 1986 à 1988. Et après son retour de Bulgarie, Denis Sassou Nguesso l'a encore envoyé auprès d'une autre source d'argent qui est la sucrerie du Congo, comme étant le président directeur général de cette société, Asaris Congo. Il est resté de 1989 jusqu'à 1991. Et nous savons tous
que le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir en 1997, M. Henri Nzombo avait été positionné comme ministre de l'économie forestière de 1997 jusqu'en 2016. Donc nous voyons là 19 ans à ce poste. Et aujourd'hui, il est le ministre de l'agriculture. Donc au total, M. Henri Nzombo, vous voyez, a fait 24 ans au poste de ministre de l'économie forestière. Donc vous voyez les rouages de l'économie forestière, les magouilles de l'économie forestière, l'implication des entreprises qui ne paient pas les taxes, les régulations, les fausses régulations. M. Henri Nzombo est le promoteur de ce coup. M. Henri Nzombo est l'un des gars qui a mis en place plusieurs stratégies sur le bois congolais. À cela, nous pouvons citer diverses qualités de bois, diverses qualités d'essence, que le Congo détient. Par exemple, le sapeli, le sipo, okoumé, limba, wege, pakou, iroko. Tous ces essences sont vouées à l'exploitation, sont vouées à l'expédition, sont vouées au commerce pour pouvoir apporter des revenus au Congo-Brazzaville. Malheureusement, ces revenus ne servent quasiment pas aux Congolais, mais ça sert aux individus. Aux individus qui se sont enrichis, énormément enrichis. Aux individus qui ont créé des réseaux mafieux pour pouvoir s'enrichir derrière le bois congolais. Pendant ce temps, nous savons que M. Henri Nzombo a fait 24 ans comme ministre de l'économie forestière. Mais M. Henri Nzombo était incapable de pouvoir produire du bois qui pouvait servir à construire les tables bancs pour nos enfants au Congo. Les écoles aujourd'hui au Congo n'ont pas des bancs. Les enfants s'asseyent à même le sol. Et pourtant, dans le code forestier, du Congo, dans l'article 180, il est intitulé que 85% de produits ressortissants du bois congolais doivent servir à une utilisation nationale. Donc, dans l'article 180 du Code forestier congolais, il est intitulé que 85% des produits du bois doivent servir à une production nationale, à une exploitation nationale. Pourquoi? Parce que l'article, si vous voulez, essaie de promouvoir la transformation du bois au niveau du Congo. Pourquoi? Parce que transformer le bois au Congo, c'est une façon de pouvoir créer de l'emploi. Créer de l'emploi, ça veut seulement dire que les Congolais vont commencer à travailler, les Congolais vont commencer à payer les IRPP, donc les taxes. Et ce sont ces taxes-là qui font fonctionner un État. Or, il s'avère que il est bien vrai que ce code 180 fait cette promotion pour pouvoir transformer 85% du bois au Congo. Et par contre, les 15% un certain nombre d'essences sont voués à l'exploitation extérieure, mais seulement vous devez recevoir une autorisation. Par exemple, si nous pouvons considérer par exemple l'essence comme l'okoumé, comme le sapeli, par exemple, c'est des bois de haute qualité. Et ces bois-là sont protégés par le code forestier congolais. Et pour que vous puissiez assurer l'exploitation qui est vouée à l'expédition extérieure, vous devez donc recevoir une autorisation au niveau du ministère de l'économie forestière. Et cette autorisation ne vous donne qu'une exploitation de 15%. Mais par contre, comment Henri Nzombo est arrivé à créer la richesse? Comment Henri Nzombo est arrivé à créer des possibilités d'enrichissement? Éventuellement, dans ce même article 180, M. Henri Nzombo a créé des alinéas. Maintenant, dans ces alinéas, il a donc permis le transfert de quotas, si vous voulez. Par exemple, aujourd'hui, je suis une entreprise, j'ai envie d'exploiter un certain nombre de bois de qualité. Prenons par exemple, si nous considérons que l'okoumé est un bois de qualité, je n'ai que 15% d'exploitation pour le bois de type okoumé. Maintenant,
dans les 15%, je ne peux que assurer l'expédition à l'extérieur pour 15% seulement. Et dans les 15% là, je paye des taxes à l'État, soi-disant des taxes de 35% à l'État congolais. Vous voyez, chers compatriotes. Mais en réalité, ces taxes-là ne sont pas payées. Ce n'est qu'une forme dans cet article 180. Vous voyez? Donc, je n'ai que 15% que je peux faire. Mais les autres 85% de ce même type de bois doit se faire dans la transformation locale, dans la transformation nationale, pour des produits qui vont être, qui seront mis au marché national. Vous voyez, des produits qui vont être, qui sera vendu un peu partout au Congo. Vous voyez. Maintenant, si j'ai envie d'augmenter le pourcentage de l'exploitation de ce type de bois, il va falloir que je paye des taxes à l'État congolais. Ou encore, M. Henri Nzomo a introduit des alinéas. Donc, dans ces alinéas, il a créé ce qu'on appelle le transfert des quotas. Donc, si moi, je n'ai que 15%, une autre compagnie n'a pas totalisé les 85% de l'exploitation nationale, je peux donc aller acheter des crédits auprès de ces entreprises-là. Vous voyez? Et en ce moment-là, en achetant les crédits de ces entreprises, je peux donc, en ce moment-là, exploiter ce même type de bois, augmenter le pourcentage, couper plusieurs hectares de bois au Congo, sans contrôle, sous-entendu que je sois toujours en dessous de 85%. Donc, on est permis d'aller acheter les pourcentages à d'autres entreprises, prendre ce transfert de quotas. Mais vous savez, dans ces techniques, M. Henri Nzomo a créé des entreprises parallèles. Vous voyez? Des entreprises parallèles. Des entreprises qui détiennent plusieurs quotas. Et que ce quota leur permet de vendre à d'autres entreprises, donc des grandes entreprises mères au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Et c'est par là que M. Henri Nzomo se tape de l'argent. Par ces entreprises fantômes, si vous voulez. Hein? Parce que qu'est-ce qui se passe? Chaque entreprise au Congo a un petit quota de l'exploitation d'un certain nombre de types d'essences au Congo. Donc l'essence des types de bois, au Koumé, Limba et ainsi de suite. Vous voyez? Maintenant, Henri Nzomo a créé plusieurs petites entreprises parallèles qui lui permettent donc d'aller vendre ce quota à lui, à des grandes entreprises. Et c'est là où le gars se tape de l'argent. Vous voyez? Et éventuellement, M. Henri Nzomo reçoit des quantités énormes d'argent et qui lui permet de transférer, non pas dans des paradis fiscaux, chers compatriotes, mais dans des pays antillais. Donc on peut voir les territoires français d'outre-mer, on peut voir Mayotte, la Guyane, il y a Mayotte, Guyane, les Antilles, et quoi encore pas mal. Il y a 5 pays qui ont été cités. Et dans ces 5 pays, M. Henri Nzomo détient des hôtels 5 étoiles qui lui appartiennent. Il détient des banques qui lui appartiennent. Il a énormément investi dans l'immobilier. Vous voyez, c'est des multimilliards en francs CFA, mais on nous parle que M. Henri Nzomo était multimilliardaire, c'était milliardaire en euros. En euros, vous voyez. Donc c'est quelqu'un, si vous voyez quelqu'un qui détient des hôtels 5 étoiles, pas dans un seul pays, mais dans plusieurs pays, Mayotte, Guyane, plusieurs pays, vous voyez plusieurs pays des territoires français outre-mer, c'est là où M. Henri Nzomo est parti cacher son argent, il est parti cacher son investissement. Vous allez certainement aller le chercher en Chine, vous ne le retrouverez pas. Alors vous irez certainement aller le chercher dans un certain nombre de paradis fiscaux, comme déjà les Willing-Esso, les Denis Christel, et ainsi de suite. Vous ne trouverez pas ce monsieur-là dedans. Mais vous voyez, ce n'est pas pour rien que Denis Sassou Nguesso a gardé ce monsieur pendant 25 ans à ce poste. Quasiment 24 ans à ce poste. Vous voyez, parce que le bois représente la deuxième source des revenus pour le Congo-Brazzaville. Donc, après le pétrole, c'est le bois. Donc, éventuellement, il faut mettre quelqu'un que l'on peut contrôler. Il faut mettre quelqu'un de confiance. Il faut mettre quelqu'un qui est capable de voler. Mais Henri Nzomo ne vole pas seul. Henri Nzomo, si nous considérons que chaque entreprise déverse
l'argent des taxes à Henri Nzombo, mais Henri Nzombo ne le vole pas seul. Il y a bien un maître qui est là, qui est Sassou Nguesso. Donc vous voyez, donc le système d'exploitation de bois. Et malgré qu'ils ont dit que 85% du bois congolais doivent être transformés national, doivent être transformés dans le pays, mais nous nous retrouvons avec des difficultés en ce qui concerne des fournitures en bois. Vous voyez, aujourd'hui, si vous allez dans les écoles primaires au Congo-Brazzaville, il n'y a pas des tables bancs. Vous allez dans les bureaux même du gouvernement congolais, il n'y a pas de chaises. Les quelques ustensiles qui existent reviennent soit des pays européens. Vous voyez, donc nous pouvons quasiment dire qu'au Congo, on ne transforme pas le bois. C'est vrai, certains viendront, mais diront que ben voilà, à Ouesso là-bas, il y a quelques entreprises qui font une transformation. Mais oui, s'il y a une transformation qui se fait, nous pouvons vous rassurer que cette transformation-là, c'est un fait semblant pour essayer de respecter la législation congolaise, éventuellement de vouloir faire semblant de respecter les 85% qui devaient être exploités au Congo et qui devaient être transformés au Congo, mais en réalité, la grande partie de ces exploitations, on coupe le bois, on essaie de faire semblant de transformer le bois au niveau du Congo, mais le bois aujourd'hui, aujourd'hui nous savons que le bois, tout le bois part à l'extérieur. Éventuellement, le port de Pointe-Noire peut le témoigner. Pour ceux qui ne savent pas, le Congo représente le Congo par Pointe-Noire à quasiment 170 km de façade maritime, vous voyez, par l'océan Atlantique. Donc 170 km, c'est énorme pour un grand pays, pour un petit pays comme le Congo-Brazzaville. Et donc, le port de Pointe-Noire peut témoigner par l'arrivée des quantités de bois assurées par le chemin de fer Congo-Océan ou par des gros véhicules que nous appelons régulièrement des grumiers, voilà, c'est l'expression que nous utilisons au Congo, peuvent en témoigner. Ou éventuellement, ceux qui sont au nord du pays, des gros véhicules qui partent sur la route du Cameroun, peuvent en témoigner, en passant par Ouesso, peuvent en témoigner. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, c'est une façon de vous dire que le bois a des potentialités de faire rentrer de l'argent, mais l'argent rentre, mais ça ne rentre pas dans les caisses de l'État. C'est des individus qui gèrent ce bois-là. C'est Henri Nzombo qui gère ce bois. C'est Denis Sassou Nguesso, par le biais de Henri Nzombo, qui gérait cette quantité d'argent, cette richesse verte que nous avons du bois congolais. Et malheureusement, l'argent n'est pas déversé dans les caisses de l'État. Aussi, M. Henri Nzombo, dans les 24 ans, a énormément échoué sur toute la ligne, sur des projets qui pouvaient promouvoir plusieurs emplois, créer des grands centres de formation, des grands ateliers de transformation du bois. Ils ont énormément échoué dans toute la ligne. Ils n'ont jamais pensé à créer, vous voulez, donner des potentialités aux entrepreneurs congolais qui ont des qualités, des compétences pour pouvoir apporter, si vous voulez, du changement ou de la transformation sur le bois congolais. Malheureusement, c'est ce qui est la réalité, mais quand nous essayons de voir la différence entre nous, le Congo-Brazzaville, qui vit dans cette région d'Afrique centrale, une région qui est couverte par le bassin du Congo, à la différence, le Cameroun, par contre, fait plusieurs choses avec son bois. Aujourd'hui, on peut dire que 80% des Camerounais utilisent tous les produits du bois sortant du bois camerounais. Pourquoi? Parce que le gouvernement camerounais, ce n'est pas une façon de jeter des fleurs au gouvernement camerounais, parce que nous savons aussi que Biya était un autre dictateur, un autre pilleur, un autre voleur, mais néanmoins, il a pensé quand même à investir plusieurs quantités d'argent pour pouvoir promouvoir les Camerounais à créer des ateliers de transformation de bois et donc à créer un marché local, à créer une consommation locale, à créer de la richesse locale, à créer des emplois locaux, vous voyez, au Cameroun. Et c'est ce qui se passe. Par contre, au Congo-Brazzaville, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous voyez ce même Henri Nzombo venir, puisqu'il a été nommé ministrant de l'agriculture, il est en train de chercher 1000 milliards pour soi-disant relancer l'agriculture congolaise. Mais l'agriculture congolaise n'a jamais été même lancée. Vous vous souvenez de ce projet
projets autosuffisance alimentaire. Vous voyez, c'est des projets voués à l'échec. Sassou est un dangereux, un véritable dangereux. Hein? Il vous vient avec des projets phares, autosuffisance alimentaire, le plan quinquennal, chemin d'avenir, l'émergence jusqu'en 2025. C'est des expressions, c'est des expressions, si vous voulez, phares qui attirent. Hein, qui attirent. Mais en réalité, c'est des expressions qui sont basées sur du vide. Pour Sassou, il utilise ces expressions pour pouvoir voler. Hein, c'est des stratégies de vol, des stratégies de pillage, des stratégies de destruction. Nous avons vu ces mêmes discours avec la municipalisation accélérée, qui n'a été qu'une arnaque qu'il a mis en place avec son neveu Jean-Jacques Bouya, et qui aujourd'hui, nous connaissons les conséquences. Hein. Tout ce qu'ils ont construit, ils ont construit sur du sable. Et quand le vent est arrivé, tout s'est écroulé. Hein. Tout ce qu'ils sont en train de construire aujourd'hui, c'est d'ailleurs c'est des dettes qui n'ont jamais été payées, malgré tous les revenus qu'ils ont eus sur le pétrole congolais, tous les revenus qu'ils ont eus sur le bois congolais, et tout ce qu'ils ont eu, c'est le vol. C'est le vol systématique, vous voyez. Mais rien n'a été construit en réalité au Congo avec de l'argent sortant du trésor public congolais. Nous avions plusieurs affaires, comme par exemple l'affaire Eker, que nous avions eu à dévoiler, à décrypter les jours passés. Ça peut témoigner aussi la gestion de ce pays-là. Et nous savons aussi qu'ils sont sur la voie de pouvoir essayer de solliciter un prêt au niveau du Fonds monétaire international. Ce sera regrettable que le Fonds monétaire international puisse accorder le prêt à Sassou Nguesso. Parce que vous ne pouvez pas continuer à donner de l'argent aux gens qui sont incapables de les gérer. Nous savons que pour le Fonds monétaire international, ils s'en foutent éperdument du type de gestion que les Congolais pourront en faire. Mais vous devez savoir qu'il y a des Congolais qui sont en train de le dire de vive voix. Ils ne reconnaîtront pas cette dette si jamais vous allez le faire. Donc vous comprenez, chers compatriotes, le mal du Congo, malgré que les gens là sont là, ils ont fait quasiment 30 ans, ils sont incapables de changer les choses, mais ils veulent toujours se maintenir dans le mal, hein, ils veulent toujours se maintenir dans le vol. C'est ce que nous ne voulons plus. C'est ce que nous ne voulons plus. Voilà. Donc, le cas de Henri Nzomo, on venait de le dire ici, il détient des hôtels 5 étoiles, il a construit dans l'immobilier, il détient des terrains de golf, il détient des banques. C'est un multimilliardaire en euros. Vous voyez, chers compatriotes, s'il y a un multimilliardaire en euros, en France CFA, vous comprenez que c'est le pire que ça. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, dans la lignée, vous voyez, des gens comme des Henri Nzomo, vous avez peut-être tendance à dire que non, mais c'est quelqu'un de propre, mais c'est quelqu'un qui est suyé. Le dossier, il est là, le dossier au grand complet. C'est des gens qui ont utilisé des techniques en créant des entreprises fantômes, des entreprises qui donc assurent l'exploitation dans ce fameux projet de transfert de quotas dans la gestion du bois congolais, notamment dans la transformation nationale, qui devait être de 85%, maintenant pour des entreprises, pour un certain nombre de types d'essence qui veulent assurer l'exploitation, on leur donne un quota limité de 15%. Maintenant, si vous voulez aller au-delà, vous êtes capable de payer 35% des taxes sur ce que vous allez couper à l'État congolais. Bon, il s'avère, ces taxes-là ne sont jamais payées au Trésor public congolais, mais ces taxes-là sont payées dans les poches du ministre de l'économie forestière, donc de M. Henri Nzomo. Et aussi, M. Henri Nzomo a créé ces entreprises-là qui ont la possibilité de pouvoir transférer le quota à un certain nombre d'entreprises pour essayer de booster leur coupe, leur production, leur déboisement, ainsi de suite, pour se faire de l'argent. Mais tout ça, ça ne rentre pas au Trésor public congolais. Et les conséquences de cette mauvaise pratique, ce sont des Congolais qui n'ont pas d'emploi, ce sont des Congolais qui n'ont plus d'avenir, ce sont nos enfants, nos petits frères qui n'ont pas de table-banc. Parce que ces gens-là, ils n'ont jamais même pensé à construire même un table-banc. Les tables-bancs aujourd'hui au Congo, ça n'existe pas. Alors que le Congo a ses atouts pour produire et transformer
le produit que le bois, et donc de permettre à nos enfants d'aller étudier, s'asseoir tranquillement, étudier, apprendre à bien écrire sur le produit du pays. Malheureusement, nous sommes en face des gens incapables, des gens qui sont là juste pour faire le mal, parce que ils veulent se maintenir au pouvoir. Et nous pensons que trop c'est trop, il est temps qu'on arrête avec ce genre de pratique, et nous pensons que le devoir de tout un Congolais, partout où il se trouve, c'est la résistance, chers compatriotes. La résistance, chers compatriotes. Nous avons en face de nous des véritables assassins, des véritables criminels, des gens qui ne savent que voler et faire le mal et qui ne veulent pas quitter. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut résister à ce genre de système. Et nous appelons les Congolais, partout où vous êtes, résistez de votre manière à ce système. Parce qu'il faut qu'on arrive à déboulonner Sassou, il faut qu'on arrive à empêcher que son fils, Christelle, puisse s'asseoir sur ce fauteuil, il faut qu'on arrive à pouvoir changer le Congo. Éventuellement, apporter la paix dans notre pays, apporter la paix aux poules et construire notre pays. Plusieurs Congolais ont des bonnes idées pour le Congo. Nous voulons venir investir, mais nous ne pouvons pas le faire dans ce genre de conditions. Hein? Il faut qu'on arrive à changer le pays. Mais non, Henri Nzombo qui est en train de chercher 1000 milliards de francs CFA pour une farce de l'agriculture, ben, si en 24 ans, il n'a pas pu gérer le ministère de l'économie, et nous disons, si en une année, il va être capable, même si on lui donnait 1000 milliards, de pouvoir relancer l'agriculture au Congo-Brazzaville. Mais voilà pourquoi nous devons tout faire pour écarter tout ce monde. Voilà un peu le grand message d'aujourd'hui. Et nous appelons les Congolais à la vigilance et à la détermination. Maintenant, je vais clôturer par un message de compassion à nos compatriotes qui sont dans les prisons au Congo-Brazzaville. Donc nous pensons ici à tous ces prisonniers d'opinion, à tous ces prisonniers politiques, et nous voulons leur dire que nous sommes avec eux, que nous sommes en train de lutter pour chercher leur liberté, et que nous savons que nous allons en trouver, et par la grâce de Dieu. Aussi, je vais terminer en pensant à quelqu'un qui est aussi très important pour les Africains, surtout pour le panafricanisme, notamment au président Laurent Gbagbo et à Blé Goudé de la Côte d'Ivoire. Hein, ces deux Africains qui sont emprisonnés à la Cour pénale internationale de justice. Et nous souhaitons leur liberté, parce que nous pensons que le procès à la Cour pénale internationale de justice est en train de venir avec plusieurs démonstrations qui prouvent que ces gens-là n'ont pas réellement commis des crimes, comme on veut nous le dire. Hein. Mais nous pensons à Laurent Gbagbo, nous pensons à Blé Goudé. Blé Goudé est un jeune leader africain que j'admire bien et je souhaiterais bien le voir en liberté. Et peut-être que mon souhait serait un jour de faire un voyage à La Haye pour aller le visiter. Et nous remettons tout ça entre les mains de Dieu. Donc, chers amis africains, luttons-nous pour notre bien, luttons-nous à développer nos pays et toujours dans la paix, la tranquillité et dans l'amour. Et n'oublions pas que le Tout-Puissant est là et nous devons toujours le louer afin qu'il puisse nous guider. Voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui. Et prochainement, nous allons décrypter sur Saris Congo, la sucrerie au Congo-Brazzaville, le pillage, les malheurs, les souffrances des populations. Et nous allons revenir avec tous ceux qui détruisent le pays par le biais de Saris Congo. Voilà, merci. Allez, à plus tard. Bonne journée. Au revoir.